Voilà, c'est chaos technique à ce moment-là. C'est un petit peu la panique puisque la tête a vraiment résonné dans tout le gymnase. Moi, je n'ai absolument plus conscience de ce qui se passe. Je me réveille dans le camion de pompiers qui file à toute vitesse à l'hôpital, avec mon père en plus à bord du camion. Je sais qu'à ce moment-là, c'est la fin de ma carrière de handball et qu'il va falloir que je tourne la page, qu'il va falloir que je fasse autre chose. Déjà que je me remette aussi de cet accident, mais que aussi je me remette à faire autre chose de ma vie. Donc c'est un tournant dans ma vie, mais que je vais arriver à gérer par la suite. Nous sommes en 2013, Clara a tout juste 18 ans et cet accident sur lequel elle revient a posteriori, cette chute pendant un match de handball, est d'autant plus sérieuse que la jeune femme est hémophile B mineur. Son profil est peu commun. Déjà, elle a été diagnostiquée tardivement et puis surtout c'est une femme. Une exception puisque l'hémophilie est très majoritairement une maladie masculine. À cause de cela, elle a été confrontée à de l'incompréhension, parfois de l'ignorance de la part de la communauté médicale. Et puis tous les aléas de la puberté ont rendu son adolescence compliquée, en particulier les saignements menstruels. Aujourd'hui, Clara a 26 ans. Dynamique, active, même hyperactive, elle a décidé de faire de la voile son métier malgré les risques. En parallèle, elle s'est engagée auprès de la commission femmes récemment créée par l'AFH, l'Association française des hémophiles. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce 8e et dernier épisode, nous allons parler résilience ou comment surmonter les épreuves de la vie. Je suis partie à la rencontre de Clara à Granville, premier port de pêche bas-normand, et surtout le port d'attache de son bateau. J'ai été diagnostiquée hémophile B à l'âge de 8 ans. Ça s'est fait assez bizarrement puisque l'hémophilie venant de mon père, il n'était pas au courant qu'il était hémophile. Il a passé plus de 30 ans de sa vie sans être au courant qu'il était porteur et atteint de l'hémophilie. C'est suite à une opération qu'il devait subir. Il a effectué une prise de sang pour contrôler un petit peu si tout se passait bien. Et c'est à ce moment-là où ils ont découvert l'hémophilie. Donc c'est assez rigolo puisque mon père a fait du rugby toute sa vie à haut niveau. Et effectivement avec des bleus plus importants et quelques chocs aussi plus importants que les autres. Mais sans forcément connaître cette maladie et donc s'en intéresser. Pour connaître vraiment le diagnostic suite à la découverte de l'hémophilie chez mon père, les médecins ont voulu faire une sorte de dépistage familial. Donc lors de ce rendez-vous, il y avait ma grand-mère, il y avait évidemment mon père, médecin, on savait que du coup il était hémophile, mon oncle, mon frère et puis moi. Le verdict tombe, ma grand-mère est conductrice, pas atteinte, juste conductrice. Mon oncle est aussi hémophile, de type B, mon père évidemment, et moi, pareil, atteinte d'hémophilie B mineure. Mon frère, rien du tout. Ça a été un sentiment assez bizarre puisque par la suite, on m'a toujours dit que l'hémophilie, c'était une maladie masculine. Donc voilà, entre mes 8 et 10 ans, je me suis demandé si j'étais vraiment née fille, si j'étais pas au final un garçon, s'il n'y avait pas eu une erreur. Et puis par la suite, toujours devoir bien justifier le fait que oui, les femmes peuvent être hémophiles, pas juste conductrices, vraiment porteuses. Donc les changements suite à ce diagnostic dans ma vie quotidienne, ça a surtout été à l'école. Puisque mes parents, avant chaque début d'année scolaire, prenaient des rendez-vous avec les enseignants pour expliquer la pathologie. Puisqu'effectivement, y a des chutes qui peuvent être bien gérées chez des enfants, on va dire, pas malades, sauf que atteindre une hémophilie, il faut faire un petit peu plus attention. Donc les petites chutes sur les genoux, les écorchures, voilà, le fait aussi de se faire bousculer, des coups de coude, enfin voilà, tout ça, il faut faire un peu plus attention. Et j'avais l'impression de vivre un petit peu une punition quand on est petit et qu'on se retrouve dans le bureau de la maîtresse ou de l'instituteur. C'est assez bizarre, on a l'impression d'avoir fait une bêtise, alors que c'était que de la bienveillance. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise et d'être un petit peu, on va dire, une élève à part.
J'ai pas forcément eu de soucis à parler de la maladie avec mes amis parce que il fallait déjà que je le fasse puisque j'étais plutôt autonome quand j'étais jeune et j'étais plus dehors que devant ma télé. Donc effectivement, encore une fois, à partir du moment où on est dans la forêt ou à jouer au ballon ou autre, c'est agréable de savoir que les personnes avec qui on est peuvent intervenir si jamais il y a un souci. Donc j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu non plus de préjugés, j'ai pas eu de remarques. Je m'en servais un petit peu avec mes frangins, parce que j'ai 2 grands frères. Et les moments où on se chamaillait et qui commençaient à me brusquer un petit peu, j'aimais bien leur dire « Arrête, je suis hémophile ». Ça, c'était un petit peu, on va dire, mon échappatoire pour éviter qu'ils soient trop méchants avec moi. Mais bon, ça allait quand même. Mais non, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de préjugés ou autre. À l'entrée dans la puberté, en revanche, ça se complique pour vous ? Alors, l'adolescence et l'arrivée des règles, ça a été tout un poème. Ça a été très compliqué. Ça a été super compliqué parce que j'étais très mal renseignée. Je ne connaissais personne, aucune femme qui était passée par là avant moi. Ma mère, n'étant pas hémophile, ne pouvait pas non plus forcément beaucoup me renseigner sur les règles, sauf le basique qu'une maman apporte comme conseil. Mais ça a été super compliqué parce que j'avais un flux sanguin très important. C'est-à-dire que je devais avoir un tampon, une serviette que je devais changer toutes les 2 heures. J'avais des accidents en cours. Donc au collège, le cloche qui sonne et puis on se retrouve avec une chaise qui est pleine de sang, le jean qui est plein de sang, obligé de rentrer chez soi, obligé d'avoir aussi le regard des autres parce qu'évidemment on traverse les couloirs avant d'aller à la vie scolaire. Donc c'est des choses qui se sont passées. Évidemment, ça m'a forgé un bon caractère parce que si j'entendais des remarques sur ces accidents-là, j'hésitais pas à y répondre et à expliquer aussi. Je voulais pas non plus avoir ce sentiment d'avoir fait quelque chose de sale ou que les gens me mettent sur le côté. Non, c'est un accident parce que j'ai une maladie et puis point barre. Ça a été quand même très compliqué et surtout au moment de la contraception parce que j'ai dû prendre la pilule très jeune sans forcément avoir de relations sexuelles à ce moment-là parce que c'était une pilule qui régulait mes règles. Ça m'a plutôt bien aidée dans un premier temps, mais le corps évolue, donc il fallait trouver une autre solution. Donc au bout de 2 ans de pilule, je suis passée à un implant. Donc sous les conseils d'une gynécologue qui était potentiellement au courant que j'étais hémophile, mais au final avec cet implant-là j'ai eu mes règles tous les jours. Donc qui dit perte de sang dit aussi perte de fer, donc anémie en fer, donc perte d'énergie. Donc la perte d'énergie quand on est sportif, il n'y a rien de pire parce qu'on est tout le temps sur les rotules en fait. Il y a des choses, on capte plus quoi, on est fatigué. On n'est plus dedans. Donc j'ai gardé un implant pendant 1 an et après je suis passée à un stérilet en cuivre. Ça a été encore pire. Ça a été pire de pire de pire. Et là maintenant j'ai un stérilet, on va dire thérapeutique, hormonal. Et là ça a totalement tout stoppé. C'est pas forcément très naturel parce que c'est vrai que d'avoir ces règles, ça permet aussi de se situer un petit peu et de réguler certaines choses. Mais mine de rien, j'ai du tonus, de la vitalité. J'ai plus aussi ces problèmes de protection menstruelle à foison. Donc un peu moins de pollution, il faut penser à l'environnement quand même. et plus d'accidents aussi, donc je suis plus sereine. Maintenant, je suis plus sereine. Mais il m'a fallu une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années, ouais, avant de trouver la bonne chose. Donc la puberté a été très, très, très compliquée. Il y a 7 ans, c'est au moment où j'étais sous pilule. Une pilule un petit peu particulière, puisque je ne savais pas que déjà elle était particulière, puisque normalement une pilule, il y a un temps d'action d'une 12aine d'heures.
Et au final, la mienne était... le temps d'action était plus réduit, donc ça, j'étais pas au courant. Donc le médecin ne m'avait pas expliqué, en fait, cette particularité. Et avec mon petit ami de l'époque, j'ai eu un oubli, juste un soir, de pilule que j'ai repris directement le lendemain. Sauf que, manque de peau ou pas, il s'avère que je suis très fertile, donc je suis tombée enceinte. Ayant 19 ans, je ne pouvais pas physiquement et même financièrement, etc., avoir cet enfant, c'était pas possible. Donc on a pris la décision commune avec mon petit ami de l'époque d'avorter, de ne pas avoir cet enfant. Et la gynécologue a été plutôt compréhensive sur le fait que j'étais hémophile et qu'il me fallait une prise en charge vraiment hospitalière et pas un avortement sous médicaments. Donc, j'ai dû subir l'opération tout en étant pris en observation la veille, le jour de l'opération et le lendemain. On perd quand même une quantité de sang à ce moment-là qui n'est pas négligeable, donc il fallait rester vigilant. Et c'est là aussi que vous réalisez combien l'hémophilie féminine est finalement peu, voire pas connue de la communauté médicale ? À ce moment-là, mon petit ami de l'époque était en fin d'année d'études de médecine et en échangeant sur l'hémophilie, sur mon hémophilie particulièrement, il s'est avéré que oui, encore dans ses bouquins, sur les conférences qu'il avait avec les professeurs et les médecins référents, l'hémophilie était encore uniquement masculine et pas féminine. Donc lui, il pouvait un petit peu intervenir sur le fait que sa petite amie, donc moi, était hémophile. Moi, je suis atteinte. C'est mon taux, il est comme ça. J'ai un taux inférieur aux personnes conductrices. Je suis atteinte. Ce que je ressens quand j'entends des choses comme ça, je suis un peu inquiète quand même parce que j'ai ce côté aussi où je me dis que j'ai pas envie qu'une jeune femme ou une ado vive la même chose que ce que j'ai vécu moi. Quand j'arrive aux urgences en disant que je suis hémophile, on ne me croit pas, clairement. C'est soit oui, t'es conductrice, il n'y a pas de trouble hémorragique, ou sinon, montre ta carte. Et effectivement, dans mes papiers, j'ai une carte d'hémophilie pour expliquer que je suis hémophile. Je garde mon côté calme, je leur montre. Il y a un numéro de téléphone sur cette carte qui permet d'avoir soit le médecin traitant, soit l'hématologue, pour expliquer la situation. Et il y a aussi un petit encart où il y a les gestes à effectuer et à ne pas faire. Donc cette carte est très pratique parce que ça crédibilise en fait ce qu'on dit aux médecins. Parce que y a certains médecins qui ne sont toujours pas au courant que l'hémophilie, c'est chez les femmes aussi. C'est pour ça que je me suis vraiment investie avec l'association des hémophiles, parce qu'ils ont monté une commission femmes depuis plusieurs années pour justement porter la voix de la femme hémophile, et même d'autres maladies, de Willebrand, d'autres maladies hémorragiques rares. Et voilà, moi j'ai voulu vraiment me mettre dedans pour dire qu'il y a et il y aura d'autres femmes hémophiles dans mon cas, et qu'elles n'ont pas à vivre ce que moi j'ai vécu. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Et puis même, je me dis que si ces idées reçues existent chez les hémophiles, il peut y avoir d'autres idées reçues chez d'autres malades, peut-être des maladies encore plus graves qui sont encore mal prises en charge. Donc ouais, c'est plus de l'inquiétude que de la colère ou autre. C'est vraiment ce côté, ça m'inquiète. Dans notre groupe de travail, il y a surtout des mères de fils hémophiles, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une femme conductrice va aussi quand même avoir ce côté héréditaire sur l'enfant et transmettre la maladie. Donc il y a le côté psychologique très important où on transmet une maladie. C'est le fait de transmettre un déficit, un trouble. Donc
Au départ, cette commission a été faite pour le côté psychologique de la maternité. Et là, on est en train de vraiment étendre sur le fait qu'une hémophile peut être malade, donc la prise en charge, donc voilà, tout le combat que moi j'ai vécu étant plus jeune. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur votre parcours sportif? Comment naît cette passion? J'ai plutôt grandi dans une famille de sportifs et puis de rugbyman, puisque mon père et mes 2 frères sont férus de rugby. Quand j'étais petite, je voulais faire du rugby avant d'être diagnostiquée hémophile. Et au final, je me suis orientée vers le handball. Je pratiquais le handball dès mes 6 ans. Donc au tout départ, j'étais pas au courant que j'étais hémophile. Et directement, la première année, ça a tout de suite été le déclic. C'est un sport que j'adore et que j'ai pratiqué pendant bien 14 ans, jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu un trauma crânien sur le terrain, une mauvaise chute, qui a entraîné un chaos sur le terrain. Tout simplement, j'ai la balle entre les mains, donc je vais marquer le but. C'était ma conviction. Je sais plus quel était le score, mais il faut qu'on gagne ce match. Donc je dribble, je fais mes 3 pas. Là, je saute au-dessus de la défense, pleine de conviction. Et là, je tire. Je sais même pas si j'ai marqué le but, puisqu'en fait, la personne en face de moi me pousse au niveau des épaules alors que je suis en plein saut, sachant que je saute très haut. Et voilà, je me retourne, je mets mon bras pour essayer de ralentir un petit peu ma chute, sauf que le bras cède sous le choc, donc se casse, la tête tape, c'est chaos technique à ce moment-là. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si j'ai marqué ou pas, je ne sais même plus. Mais mes parents sont dans les tribunes, c'est un petit peu la panique puisque la tête a vraiment résonné dans tout le gymnase. Moi, je n'ai absolument plus conscience de ce qui se passe. Je me réveille dans le camion de pompiers qui file à toute vitesse à l'hôpital, avec mon père en plus à bord du camion. Et voilà, c'est la fin. Je sais qu'à ce moment-là, c'est la fin de ma carrière de handball et qu'il va falloir que je tourne la page, qu'il va falloir que je fasse autre chose. Déjà que je me remette aussi de cet accident, mais que aussi je me remette à faire autre chose de ma vie. Donc c'est un tournant dans ma vie, mais que je vais arriver à gérer par la suite. J'ai dû arrêter le handball sur avis médical parce que les médecins ne voulaient plus signer ma licence parce que ça commençait à être... les chocs étaient quand même plutôt sérieux. Et à partir du moment où on a un traumatisme crânien, il faut d'autant plus redoubler de vigilance. Donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai dû arrêter ma passion. Et psychologiquement, ça a été vraiment très très dur parce que j'avais un très bon niveau. Je m'entraînais dans un club de hand où on avait un bon niveau de base. Et en plus, j'ai été détectée dans les sélections départementales et régionales. Donc c'était un petit peu le cran du dessus. Et c'est pas que je me destinais à une carrière handballistique énorme, mais voilà, j'étais bien lancée. Et voilà, du jour au lendemain, j'ai dû tout arrêter. Heureusement, vous avez la voile. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec la navigation? La passion pour la voile, je pense que c'est comme l'hémophilie, ça a été héréditaire de mon papa, puisque je pense que j'ai dû naviguer aussi dans le ventre de ma mère. C'est pas forcément un sport, c'est un loisir qui est très présent dans ma famille, que j'ai voulu pratiquer, sauf que j'ai été très prise par le handball. Donc j'ai privilégié ma carrière de handball plutôt que la voile. Et le jour où j'ai dû arrêter cette fameuse carrière handballistique, je me suis retrouvée en fait avec des semaines qui n'étaient absolument plus remplies par les entraînements, des week-ends où j'étais plus sur le terrain et j'étais chez moi. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Il y a ce petit côté un petit peu hyperactif, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas reprendre le bateau ?
et ajouter ce côté un petit peu compétition. Puisqu'avant, la voile, c'était surtout les vacances, les croisières familiales, etc. Et là, je me suis dit, non, je vais ajouter la compétition et en plus, le côté professionnel. Donc, j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur de voile. Mon idée, c'était de faire de la course au large, d'aller traverser les océans en solitaire ou en double. En allant voir le médecin, l'hématologue, eh bien, il m'a directement mis sur la voie de l'Association française des hémophiles, et donc d'en faire une force et de créer un vecteur de communication pour l'association. Puisque voilà, les valeurs et le fait d'être une jeune femme hémophile pouvaient aussi, encore une fois, porter la voix des femmes et faire un exemple comme quoi, en étant hémophile, on peut quand même réaliser ses rêves et ses objectifs. Ma toute première traversée de l'Atlantique, ça a été après la route du Rhum de 2018. Parce que les bateaux partent en Guadeloupe, mais il faut quelqu'un pour les ramener en France. Et donc, j'ai été cette personne pour ramener le bateau en France. Donc, j'ai traversé l'Atlantique avec un ami. Cette traversée a duré 2 semaines pour arriver jusqu'aux Açores. Et malheureusement, je n'ai pas pu terminer cette traversée puisque pendant le voyage, je me suis coupée avec un couteau. C'est même pas un couteau, avec une boîte de conserve, encore pire. Je me suis coupée au niveau de la main. J'ai encore la cicatrice. Sauf qu'en étant dans un milieu où l'eau salée creuse énormément les plaies, et effectivement l'hygiène est un peu moins suivie que si on est dans notre zone de confort, ma plaie s'est infectée. Donc j'ai dû être rapatriée en France au niveau des Açores. Donc j'ai pas pu terminer cette transatlantique, c'est quand même une petite déception puisque j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Notre point de chute était censé être à La Rochelle. Donc pour moi ça a été aux Açores, mais voilà, le fait d'être en pleine mer pendant 2 semaines, ça a été incroyable. Donc après cette première transat en 2019, j'ai continué ma préparation pour monter en compétences au point de vue de navigation et aussi de préparation de bateau. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Martin, qui lui aussi était en préparation. Et étant tous les deux passionnés de voile, on s'est tout de suite très très bien entendus. On partage maintenant notre vie. Et donc un projet commun qui est de faire notre 2e traversée de l'Atlantique ensemble lors de la Transat Jacques Vabre cette année en 2021. J'imagine que vous devez prendre un maximum de précautions lorsque vous naviguez. Est-ce que vous avez un équipement en particulier ? Moi j'ai un casque. Parce que des fois, la météo se corse un petit peu, donc j'ai toujours un casque avec moi pour éviter les chutes, les risques d'avoir un choc au niveau de la tête. Parce que la tête, c'est quand même l'endroit le plus vascularisé dans le corps, donc il faut faire vraiment très attention. Et puis j'ai toujours des protections genouillères, parce qu'on est souvent amené à être à genoux en bateau. Et puis pareil, faire très attention avec la manipulation des couteaux. On est quand même sur on marche pas, on n'est pas sur la terre ferme, on est sur l'eau. Le bateau est continuellement en mouvement, sur des mouvements aussi en plus aléatoires. L'équilibre se prend, mais il y a un petit temps d'adaptation. Donc faire attention pendant ce moment d'adaptation à ne pas se mettre en danger inutilement. Malgré tous les aménagements qu'on a pu faire sur le bateau, on ne peut pas échapper à des bleus et autres. Mais voilà, au fur et à mesure des entraînements, j'apprends à mieux maîtriser mes mouvements à bord et donc un peu de limiter cette potentielle casse, entre guillemets. Ce qui est rassurant en plus du fait d'être à 2 sur le bateau, c'est que Martin a une formation supplémentaire puisqu'il est sauveteur à la SNSM, qui est la société de sauvetage en mer. C'est un peu un infirmier des mers et il est apte à venir me sauver, à bien gérer s'il se passe quelque chose de plus grave pour moi, pour ma pathologie. Et d'ailleurs, vous avez un message à faire passer. Oui, absolument. Donc
L'idée, c'est que on puisse traverser l'Atlantique en ayant de belles couleurs sur notre bateau, parce que sinon le bateau est tout blanc, donc c'est un peu moins joyeux. On a la volonté de mettre les couleurs de l'Association française des hémophiles sur le bateau. Mais pour compléter le budget, il nous faut aussi des entreprises qui soient partenaires du projet, mais pas uniquement financièrement, que l'entreprise s'investisse avec nous à nos côtés, puisque la voile a des valeurs très fortes, des valeurs très proches de l'entreprise aussi. Le travail d'équipe, le dépassement de soi, la solidarité, toutes ces choses font qu'on peut être un beau vecteur de communication pour les entreprises partenaires. Et dernière question, est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes heureuse ? Oui, carrément. Oui, je suis carrément heureuse. Je suis heureuse parce qu'il y a plein de choses par rapport à l'hémophilie qui ont été, entre guillemets, résolues. Maintenant, je suis en pleine maîtrise. Et en plus, je peux me permettre maintenant de donner mon expérience, de donner des conseils pour que des jeunes femmes ou même des futurs sportifs hémophiles puissent totalement s'épanouir. Et le fait d'être proche des autres me rend complètement heureuse. Ouais. Moi, j'aime bien dire que j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête depuis pas mal de temps. Il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture assez costaud et j'ai rien eu. J'ai rien eu du tout, aucune complication par rapport à l'hémophilie. Et puis même, vu la dureté de l'accident, c'était quand même incroyable que je sois encore en vie. Et cette bonne étoile aussi m'a servi plein de fois du fait de ma carrière sportive, les gens que j'ai pu rencontrer, les projets que je mène à bien. Le fait d'avoir été diagnostiquée hémophile, je pense, m'a donné beaucoup plus de force et de conviction à réaliser mes objectifs. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette première saison de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Merci à Mathieu, Arnaud, Maïka, Jean-Michel, Sohan, Nicolas, Laetitia, Lola, Bruno, Cyprien, Clara pour leurs témoignages et Annie Borel-Derlon pour son analyse. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Chougaille. Marine Kéméré en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.